Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va analyser la seconde partie qui traite de la révolution industrielle à nos jours. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire de la pensée économique, il permet de mettre en évidence trois principaux courants. Il y a le courant libéral, le courant marxiste et le courant keynésien. Alors, autour de ces trois courants gravitent plusieurs théories économiques et écoles de pensée qui fournissent des explications alternatives aux problèmes économiques contemporains. Alors, on va entamer le premier chapitre qui concerne le courant libéral. Donc, le courant libéral se compose de deux branches. L'une classique qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, l'autre néoclassique à la fin du XIXe siècle. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que l'économie politique classique, il est né avec la société industrielle. Donc, nous avons la publication d'Adam Smith en 1776, des recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, est contemporaine des différents perfectionnements de la machine à vapeur de Watt, symbolisant le point de départ de la première révolution industrielle. Alors, cette œuvre est aussi l'aboutissement d'un long mouvement d'idées au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, connu sous le nom de philosophie de l'ordre naturel et à la base de l'idéologie du libéralisme économique. Donc, le courant classique du XVIIIe siècle, il est caractérisé par une évolution radicale des mentalités, des valeurs, des techniques et des processus économiques. Il s'agit de ce l'on appelle la première révolution industrielle. Donc ici, on peut dire que la puissance économique réside davantage dans la détention de biens de production que dans la sphère des échanges. Donc, c'est en Angleterre, qui est la première grande puissance à l'époque, et avec Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, puis en France avec Jean-Baptiste Say, que naît la pensée libérale classique. Et malgré la pluralité de leurs travaux, les auteurs classiques parviennent à forger une analyse qui repose sur quelques grands principes. Donc ici, on va voir le premier modèle qui est le modèle de l'Homo economicus. Donc plusieurs postulats sont évoqués par le courant classique. Tout d'abord, il y a le premier postulat, c'est de l'individualisme des agents économiques. Ici, on peut dire que l'individu est un être rationnel. Il se comporte d'une manière rationnelle. Il est le seul capable de juger et de décider ce qui est bon pour lui. Donc, l'interventionnisme de l'État, même à but louable, est donc pervers dans ses conséquences. Ce qu'on peut dire que chaque individu poursuit son intérêt particulier, entre parenthèses, c'est l'utilitarisme, par la maximisation des satisfactions et la minimisation de l'effort. Entre parenthèses, hédonisme. Ce postulat smithien a été précisé par Jeremy Bentham avec la plus grande netteté. Le second postulat, qui est l'affirmation de la liberté économique. Donc ici, dérivé de l'ordre naturel, le modèle de l'Homo economicus justifie en retour le libéralisme économique. La propriété privée des moyens de production est une garantie de la liberté et on peut dire que le marché constitue le régulateur le plus efficace de l'activité économique. On parle également de socialisation par le marché. Alors, la recherche de l'intérêt individuel permet de réaliser l'intérêt général, car il existe ce qu'on appelle une main invisible, le marché, qui guide les passions individuelles vers le bien de tout. Alors,
pour Adam Smith, ce n'est pas le bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leurs avantages. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est que l'harmonisation des intérêts étant naturelle, il n'y a dès lors plus aucune raison pour qu'un pouvoir politique, l'État, fasse passer l'intérêt général au-dessus de la somme des intérêts privés. Donc ici, on peut dire que le rôle de l'État, selon von Mises, est de garantir le fonctionnement sans heurts de l'économie de marché contre la fraude et la violence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Alors ici, l'État doit donc se garder d'intervenir au-delà de son domaine naturel, État gendarme, et d'autant plus qu'en portant atteinte aux libertés économiques, il engage les hommes sur la route de la servitude. Alors, les libertés économiques sont le rempart des autres libertés, déclare Hayek en 1947. Et la meilleure garantie des libertés est la propriété privée des moyens de production. Alors, selon Hayek, notre génération a oublié que la meilleure garantie de la liberté est la propriété privée, non seulement pour ceux qui la possèdent, mais presque autant pour ceux qui n'en ont pas. C'est parce que la propriété des moyens de production est répartie entre un grand nombre d'hommes agissant séparément que personne n'a un pouvoir complet sur nous et que les individus peuvent agir à leur guise. Alors le troisième postulat concerne la permanence de l'équilibre économique. Alors ici, on peut dire qu'un système économique, il conduit par le principe de la liberté économique, tend naturellement vers l'équilibre. Lorsque cet équilibre est réalisé, les prix s'ajustent à la hausse ou à la baisse. Donc, il s'agit de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say qui stipule que toute offre crée ses débouchés, c'est-à-dire que l'offre crée une demande équivalente. Maintenant, on va passer à l'analyse de la production. Donc, l'analyse de la production chez les classiques repose essentiellement sur les 4 piliers suivants. La division du travail, la théorie de la valeur, la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say et la théorie quantitative de la monnaie. Alors, pour le premier pilier, qui est la division du travail, chez les classiques, le processus de production est la combinaison de facteurs de production qui sont la terre, le travail, le capital, et plus la spécialisation des tâches, ou encore la division du travail est poussée, il est avancé, on peut dire que le produit obtenu, il est, ou bien sera élevé, ou bien il est efficace. Ça veut dire, quand on dit le produit obtenu, ça veut dire la combinaison des facteurs de production. Alors, sera efficace. Pour le second pilier, qui est la théorie de la valeur, ici, on s'interroge sur la richesse qu'il faut produire. C'est également l'une des questions les plus controversées du 19e siècle. Alors, le troisième pilier concerne la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, qui souligne que c'est la production qui ouvre des débouchés aux produits. Par la suite, cette loi a donné lieu à quelques polémiques. Alors, certains l'ont assimilée au précepte que toute offre crée sa demande et reproché à l'approche classique son incapacité à saisir la portée de la demande. Alors ici, en insistant sur les débouchés, il souhaitait simplement rappeler que les produits s'échangeaient
contre d'autres produits et que la monnaie ne remplissait qu'un office passager dans ce double échange. Alors, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que l'achat d'un produit ne pouvait être fait qu'avec la valeur d'un autre produit. Alors, dans ces conditions, plus les producteurs sont nombreux et les productions variées, et plus les débouchés sont faciles, variés et vastes. Le quatrième pilier concerne la théorie quantitative de la monnaie. Alors ici, la théorie quantitative de la monnaie rappelle que la monnaie est un voile. Il sert uniquement à faciliter les transactions économiques. La monnaie est une marchandise comme une autre. Sa seule fonction est de servir d'intermédiaire des échanges. Alors maintenant, on va passer à la répartition. Pour la répartition, ce qu'on peut dire, c'est que la question de la répartition du produit concerne les classes en nombre de 3, qui sont les propriétaires terriens, les capitalistes et les travailleurs. Donc ici, on distingue 3 théories. La théorie de la rente, la théorie de l'intérêt et la théorie du salaire. Alors pour la première théorie, cette théorie est associée à 2 apports, Malthus et Smith. Ces 2 auteurs considèrent que la rente foncière est considérée comme un don plutôt gratuit de la nature récupéré par les propriétaires fonciers en vertu de leur pouvoir monopole de détention de la terre. Alors, pour Ricardo et Mill, ils introduisent le principe de la rente différentielle. Pour eux, comme la terre il est limitée, les rendements sont décroissants. Alors ici, on doit admettre que les nouvelles terres qui seront mises en chantier seront de moins en moins fertiles. La seconde théorie, qui est la théorie de l'intérêt. Pour cette théorie, les classiques, ils considèrent que le profit et l'intérêt sont assimilables. Smith, lui, il avance que le profit est la part de la richesse produite qui revient aux capitalistes. Pour Ricardo, il s'agit de faire une soustraction entre la valeur créée et la part allant aux salariés pour assurer leur entretien, la part aux propriétaires fonciers en vertu de la rente différentielle. En fait, dans l'approche libérale, le profit rémunère le risque de l'entrepreneur et des apporteurs de capitaux. Et bien sûr, le profit d'aujourd'hui est la condition des investissements de demain. La troisième théorie est la théorie du salaire. Pour cette théorie, on trouve, ou bien cette théorie, il présente 2 versions complémentaires. La première version de court terme s'appuie sur la théorie du fond des salaires. La masse salariale, qui est le salaire multiplié par le nombre de travailleurs, selon Adam Smith et John Stuart Mill, est considérée comme prédéterminée par le montant des capitaux accumulés, qui constituent l'épargne, par les capitalistes pour engager le processus de production. Ainsi, nous avons l'équation suivante, ou bien l'égalité suivante. Le salaire multiplié, qui est W multiplié par le travail, grand L, L majuscule, égale l'épargne, S. Alors, la seconde concerne une analyse de long terme. Alors, introduit le salaire naturel. Alors, pour Malthus et Ricardo, le travail est une marchandise qui a un coût de production correspondant au minimum nécessaire à l'entretien de l'ouvrier et de sa famille. Alors maintenant, on va
entamer la seconde section qui va parler de l'école néoclassique. Alors, l'école néoclassique, tout d'abord, il est né dans les années 1870 et il regroupe des économistes rattachés au courant marginaliste. Et ces théories sont en grande partie encore dominantes aujourd'hui et elles se basent sur les notions d'utilité marginale et d'équilibre du marché et sur une conception de l'individu en tant que Homo economicus. Alors, cette école néoclassique emploie une base microéconomique fondée sur l'individualisme méthodologique. Elle analyse les comportements des individus et on déduit les phénomènes collectifs, notamment l'offre, la demande et l'équilibre sur le marché. Les économistes néoclassiques, qui sont des libéraux, s'opposent à l'intervention de l'État dans l'économie. Ils font confiance au marché pour allouer efficacement et justement les ressources. Alors, dans les années 1870, trois économistes développent presque simultanément et sans se concerter le concept d'utilité marginale. Ils sont à la base d'un courant de pensée économique, le marginalisme, et sont considérés comme les fondateurs de l'école néoclassique. Alors, il s'agit de l'anglais William Stanley Jevons, qui a publié en 1871 Théorie de l'économie politique, l'Autrichien Karl Manger. Sa publication s'intitule Fondements de l'économie politique. Il est le père de l'école autrichienne, dont les principaux représentants seront Angevin et Friedrich, puis von Mises et Frédéric von Hayek. Il y a le français Léon Walras, écrit en 1873, Éléments d'économie politique pure. Donc, ici, on va se focaliser sur la révolution marginaliste. Donc, quand on parle de cette révolution marginaliste, on est en train de parler de la valeur par l'utilité. Ça veut dire que la conception objective de la valeur portée par certains auteurs classiques explique que la valeur d'un bien peut être définie par la quantité de travail nécessaire pour sa production. Mais pour les néoclassiques, ces derniers, ils rejettent cette idée au profit d'une théorie subjective de la valeur. Pour eux, la valeur par l'utilité. Alors, nous avons la citation de Karl Manger qui affirme que l'utilité est la capacité que possède une chose de servir à la satisfaction des besoins humains et que la valeur n'est pas inhérente au bien, il n'en est pas une propriété, il n'est pas une chose indépendante qui existe en soi, c'est un jugement que les sujets économiques portent sur l'importance des biens dont ils peuvent disposer pour maintenir leur vie et leur bien-être. Donc, ce qu'on peut comprendre de cela, que le prix d'un produit n'est pas déterminé par la production, mais par le marché. C'est simplement le prix que quelqu'un est disposé à payer pour ce produit. Il s'agit du prix d'équilibre du marché. Alors maintenant, l'utilité marginale. Pour les auteurs néoclassiques, qui sont appelés aussi des marginalistes, parce qu'ils défendent l'idée de la valeur, que la valeur est proportionnelle à l'utilité marginale. Alors celle-ci est la satisfaction que procure la consommation d'une unité de biens supplémentaires. Alors, l'utilité marginale, il est décroissante. Et l'utilité
Par exemple, si l'on a soif, un verre d'eau procure une grande satisfaction, un second verre, une satisfaction un peu moins grande, etc. Donc ici, l'utilité marginale du verre d'eau décroît donc avec la quantité consommée. On va passer à la consommation et production en équilibre. À partir de cette théorie de l'utilité, ce qu'on peut comprendre est bien sûr du postulat de la rationalité des individus. Ici, on peut dire que les économistes néoclassiques analysent le comportement du consommateur, qui constitue la demande, et du producteur, l'offre. Pour le consommateur, quand on dit qu'il va atteindre son objectif, ça veut dire réaliser le maximum de satisfaction, quand il est en train de se comporter d'une manière rationnelle. Donc, le consommateur cherche toujours à maximiser sa satisfaction, bien sûr en minimisant ses dépenses, ses coûts. Donc, il doit faire des choix pour répartir son argent dans les différents produits dont il a besoin. Et sa situation optimale, ça veut dire l'équilibre, quand il va atteindre cet équilibre, la situation optimale est atteinte lorsque les utilités marginales sont égales pour chaque bien en tenant compte des prix relatifs. C'est-à-dire que l'achat d'une unité supplémentaire d'un bien A, par exemple, lui apporte la même satisfaction que l'achat d'un bien B supplémentaire. Donc ici, on détermine la demande d'un individu à partir de ses choix rationnels. Et pour connaître la demande globale sur un marché, il suffit d'additionner toutes les demandes individuelles et la fonction de demande globale est décroissante plus un bien est cher, plus il y a une demande. Pour le comportement du producteur, la même chose. Lui aussi se comporte d'une manière rationnelle et il essaie de maximiser son profit en minimisant bien sûr les coûts et on dit qu'il est en situation d'équilibre lorsque le coût de production d'une unité supplémentaire de marchandises égale le revenu qu'il en tire. Et en additionnant les offres de chaque producteur, on obtient une fonction d'offre globale. Et bien sûr, cette fonction d'offre, il est décroissant, il est plutôt croissante. Pourquoi? Parce que par rapport au prix, l'offre, et oui, la fonction d'offre, il est croissante. Parce que plus le prix d'un bien il est élevé, plus les producteurs voudront augmenter les quantités produites de ce bien. Ça veut dire plus le prix est élevé, plus l'offre va être plus élevée. Et bien sûr, la confrontation de la demande et l'offre globale pour un produit nous donne une situation d'équilibre qui indique le prix auquel s'échange le produit. Donc ici, on peut dire que lorsqu'on fait un raisonnement sur un seul marché, il s'agit d'un équilibre partiel. Et si l'on considère que les marchés s'influencent entre eux, ici, on étudie l'équilibre général. Maintenant, on va passer aux salaires. Les salaires sont déterminés par la confrontation de l'offre et de la demande de travail. Ici, on peut dire que le travailleur, il offre son travail en échange d'un salaire et il compare l'utilité, ça veut dire le gain qu'il tire de ce travail, il le compare à sa désutilité. La désutilité, ça veut dire, ici on parle de la pénibilité, de la fatigue. Et ici, quand il arrive à ce stade, il peut décider de travailler ou non. La demande de travail vient de l'entrepreneur. Dans cette conception, ici, on ignore les rapports de force entre classes sociales qui sont pourtant importants dans la détermination des salaires. Le dernier point concernant cette idée qui concerne la révolution marginaliste, qui est le chômage et crise. Alors, les économistes néoclassiques s'intéressent peu aux crises et au chômage. Ils pensent que si l'État n'intervient pas et qu'on laisse libre cours au marché, le chômage ne peut être que passager et le plein emploi est assuré. Donc le chômage ne persiste qu'à cause de l'intervention de l'État et des syndicats qui empêchent le salaire, nuisant à la concurrence sur le marché du travail. Alors, s'appuyant sur la loi des débouchés de C, les néoclassiques
pensent que les crises de surproduction sont impossibles. Donc, pour eux, à une offre globale correspond forcément une demande globale. Alors, ceci sera remis en question lors de la grande crise des années de 1930.